Je suis parti en Afrique en 1960 et c'était sur une information, c'était sur la découverte de vertébrés fossiles au Tchad par des géologues. Je veux dire par là que j'ai commencé depuis longtemps ces travaux au Tchad. Et le Tchad ayant quelques problèmes politiques, c'est souvent comme ça, j'ai dû arrêter autour des années 66. Et à ce moment-là, s'est présentée la possibilité de poursuivre en Afrique orientale. Et en Afrique orientale, je connaissais déjà très bien Louis Leakey. La différence d'âge était considérable, hein, mais Louis Leakey était très, très, très aimable, très bienveillant vis-à-vis des jeunes collègues. Et il m'a invité d'ailleurs sur ces chantiers d'Olduvai, où j'ai appris beaucoup de choses sous son autorité. Et Louis Leakey avait découvert à la fin des années 50, début des années 60, des restes d'hominidés extrêmement importants, des restes d'ancêtres de l'homme extrêmement importants. Le premier, c'est Zinjanthropus boisei, c'est-à-dire, c'est un nom un peu barbare, hein, mais c'est un gros préhumain, un préhumain très, très robuste. Et il se trouve que ça, c'était en 59, et qu'en 61, pour la première fois, il en avait donné une datation absolue, grâce à une mesure de la désintégration du potassium en argon dans un niveau volcanique qui était juste au-dessus du crâne en question. Et la date était d'1 750 000 ans, ce qui faisait à la fois rire, bien sûr, là, les scientifiques sont toujours un petit peu sceptiques, et puis réfléchir en se disant c'est peut-être bien vrai. Et c'est un petit peu dans cette mouvance-là que l'empereur d'Éthiopie a fait une visite officielle au Kenya, politique, mais qu'il a fait aussi une visite intéressée à Louis Leakey. Et Louis Leakey lui a montré les fossiles qu'il avait découverts en Tanzanie, qu'il avait découverts au Kenya, et l'empereur, Haïlé Sélassié Ier, lui a dit pourquoi en Tanzanie, pourquoi au Kenya, pourquoi pas en Éthiopie. Et Leakey a dit, et puis écoutez, en Éthiopie, en effet, il y a du potentiel là, et on peut organiser une expédition. Et l'empereur, qui restait très politique, a dit c'est entendu, mais que cette expédition soit internationale. Et c'est à ce moment-là que Louis Leakey a appelé son collègue américain Francis Clark Howell, qui était à Chicago, et a appelé son collègue français Camille Rambourg, qui était mon patron. Et donc, on a constitué une grosse équipe très importante, qui a démarré en 1967. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Camille Rambourg avait 82 ans, et qu'il a cherché un jeune, plus jeune en tout cas, de son entourage pour l'accompagner et puis s'occuper de la mission proprement dite, surtout de la logistique. Et j'ai été celui-là. Et comme Camille Rambourg est mort en 69, et que la mission a duré de 67 à 76, c'est moi qui ai pris logiquement la succession. Donc nous sommes partis en 1967 de Nairobi, c'est-à-dire du Kenya, sur 1000 km de piste en plusieurs jours, pour arriver dans le sud de l'Éthiopie, au bord d'un fleuve qui s'appelle Omo. C'est joli d'ailleurs. Quand on cherche l'origine du genre Homo et quand on travaille au bord d'un fleuve qui s'appelle Omo. D'ailleurs, c'est très joli parce que Homo, dans les langues locales, ça signifie la Voie lactée. Il y a le reflet, en quelque sorte, du ciel dans le fleuve, et la Voie lactée, elle tombe dans le fleuve, ou le fleuve monte à la Voie lactée, je ne sais pas.
mais j'ai trouvé que c'était très joli sur le plan poétique et plein d'espoir. Et cette expédition, donc, partie en 67, s'appuyait sur des travaux qu'Arambourg avait menés dans les années 30. Et dans les années 30, c'est intéressant, c'est un petit peu technique, mais c'est intéressant sur le plan de l'histoire. Dans les années 30, Arambourg y était resté beaucoup. Il avait recueilli 4 tonnes d'ossements, ce qui n'est pas considérable, mais qui pour l'époque était pas mal. Et il avait considéré que la succession des couches géologiques n'était pas très épaisse et que des failles l'avaient reproduite. Autrement dit, on avait affaire à la même séquence 15 fois, 20 fois, etc. Et donc, il avait étudié la faune comme une sorte de faune homogène, comme quelque chose qui n'appartenait qu'à une seule époque. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas en 67, nous avions avec nous Jean Chavaillon, qui était le géologue, et Jean Chavaillon a commencé à travailler donc sur ces terrains, et Jean Chavaillon a constaté que les couches, au lieu d'être séparées en petites tranches, étaient en fait superposées, et qu'il ne s'agissait pas de la reproduction d'une petite séquence, mais il s'agissait bel et bien d'une immense séquence. Et à terme, on a trouvé que cette séquence faisait 1,2 km, 1,2 km de couches. Comme le kilomètre 200 était interstratifié avec de nombreux niveaux volcaniques, et que dans le niveau volcanique, il y avait des ponces, et que dans les ponces, il y avait un petit cristal qu'on appelle la sanidine, et que dans la sanidine, il y avait du potassium né le jour du volcan et du jour de l'éruption et transformé en calcium et en argon à l'intérieur du cristal depuis la naissance du volcan, on a pu dater, je ne sais pas, 20 fois la succession. Autrement dit, cette succession non seulement était épaisse, mais elle a été tout de suite très très bien calibrée grâce à ces datations absolues qui étaient toutes neuves. Hein. Elles étaient apparues, je me répète, en 61 pour la première fois. Là, nous étions en 67, 68, 69. Et on a fabriqué donc une séquence très très bien calibrée. Donc on savait d'où venaient les fossiles, quels âges ils avaient. Et on y a récolté quand même en 10 ans 50 000 fossiles, ce qui est quand même un petit bout de statistique. Et la séquence, elle démarrait un petit peu avant 3 millions d'années, donc elle était un petit peu plus ancienne que 3 millions d'années, et elle allait jusqu'à autour d'1 million d'années, en gros. De 3 à 1, donc en gros, elle constituait l'histoire locale de 2 millions d'années. Donc, on s'est mis à recueillir ces ossements, et très vite, enfin pour un paléontologue, quand même, c'est notre travail professionnel, hein, pour un paléontologue, il est apparu quelque chose de très très simple, c'est que les fossiles d'en bas n'étaient pas tout à fait les fossiles du milieu, qui n'étaient pas tout à fait les fossiles du dessus. Donc, ça voulait dire qu'entre 3 millions d'années et 1 million d'années, il y avait véritablement une transformation, véritablement une évolution, et que cette évolution avait l'air de correspondre à quelque chose. Et comme les bêtes sont inféodées à des milieux, on s'apercevait bien que les bêtes les plus anciennes avaient l'air d'être inféodées à des milieux humides, très humides, avec parfois au moins des bouquets de forêts, où on avait des restes d'arbres et des restes de fruits même de ces arbres, qui sont des arbres de forêt dense aujourd'hui. Et puis ensuite, on voyait que ça séchait, qu'il y avait moins d'arbres et beaucoup plus d'ouverture de paysage, et puis que ça se terminait par des grandes prairies, voire de grandes steppes. Donc on passait un peu d'un milieu
forestier et de savane à un milieu de moins de forêt et un peu plus de savane, et puis finalement à un milieu de savane et puis de prairies. Donc c'était formidable. On avait une évolution là sous notre nez et qui était très précieuse. Alors je dois vous dire, avant de vous parler des hominidés, que on avait de la chance en quelque sorte, enfin si on peut dire, mais c'est tombé comme ça, quoi. C'est tombé comme ça, c'est pas exprès. Mais il se trouve que je travaillais à partir de 1972 en afar, et l'afar était en dessous des niveaux de l'Homo, plus vieux que 3 millions d'années, donc ça n'entrait pas en compétition avec les connaissances que l'on recueillait dans la vallée de l'Homo. À l'est du lac Turkana, il y avait la même séquence que travaillait Richard Leakey, mais il y avait juste une coupure dans la sédimentation entre 2 et 3 millions d'années. C'est pas exprès, hein. C'est pas un piratage de notre part de supprimer cette séquence-là, mais il y avait une discordance, qu'on appelle une discordance, c'est-à-dire un manque de sédimentation juste à cette époque qui était cruciale pour l'origine de l'homme, on va en parler. À Olduvai, qui était un des grands sites travaillés à cette époque-là par le père, Louis Leakey, et sa femme Mary, les couches ne commençaient qu'à 1,8 million, 2 millions au maximum, c'est-à-dire que l'afar était plus bas, Olduvai était plus haut, et puis il y avait un trou dans la séquence à l'est Turkana, et tous les sites sud-africains étaient mal datés, ils commencent seulement aujourd'hui à être bien mieux datés. Tous les sites nord-africains étaient très mal datés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'équivalent de ces séquences-là, ni dans le nord ni dans le sud, et l'équivalent de la précision de la succession de ces dates. Donc tout ça, vous voyez, c'est vraiment un concours de circonstances, puisque quand nous sommes partis dans cette vallée de l'Homo, c'était pour répondre aux souhaits de l'empereur, c'était aussi pour le plaisir de recueillir des fossiles, mais nous n'avions pas idée que la séquence était si importante, que la séquence était si continue. Alors c'est difficile de dire que ce soit continu, parce qu'il peut y avoir des arrêts dans la sédimentation, il peut y avoir de l'érosion, mais dans l'ensemble, ça donnait quand même l'impression d'être relativement continu. Et chance complémentaire, supplémentaire, parmi ces vertébrés, il y avait partout des restes de préhumains et d'humains. Donc, même si ces restes n'étaient pas extrêmement complets, c'est le moins qu'on puisse dire, comme c'était pour la plupart du temps des dépôts fluviatiles, alluviaux, les cadavres avaient été transportés, donc c'était sous la forme d'éléments qu'on les trouvait, et notamment de dents isolées, mais il n'en reste pas moins que les récoltes ont été suffisamment importantes pour qu'on s'aperçoive que quand on passait de plus humide à moins humide, on passait de préhumain à l'homme, au genre humain, au genre homo. C'est-à-dire que l'homme donnait l'impression, à ce moment-là, de subir, exactement comme les autres animaux, le changement climatique. Ce qui est normal, ce qui aujourd'hui apparaît absolument évident. Et en fait, l'idée, c'était donc, enfin l'idée et le résultat, largement confirmé par la suite, c'est que au moment du passage de plus humide à moins humide, il y a eu, comme d'habitude, nécessité pour toute la faune de s'adapter au milieu nouveau, qui d'une part était très découvert, donc bien plus exposé à la prédation, et s'adapter au nouveau milieu qui avait beaucoup moins de végétaux disponibles,
Et donc ça changeait, ça obligeait à changer l'alimentation. Et ça, on le suit dans toute la série animale, et on le suit aussi chez l'homme. Autrement dit, c'est le moment où un préhumain, qui n'est pas encore bien déterminé, bien que certains aient des idées précises, moi pas, là-dessus. En tout cas, un certain préhumain est devenu humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'auparavant, il était déjà debout. Il était debout de manière exclusive, où il était debout, bipède, et il grimpait à la fois. Et à partir de ce moment-là, l'homme est debout, ne grimpe plus. L'homme développe une denture particulière qui est une denture d'omnivore, c'est-à-dire n'ayant plus suffisamment de végétaux qui étaient l'essentiel, je ne dis pas la totalité, mais la majorité de la consommation des préhumains d'avant, il se met à ajouter du gibier, de la viande, et ça on le sait d'autant mieux que la forme des dents l'indique, le contenu chimique des dents l'indique, mais aussi les restes d'habitat, parce que ces hommes, ces humains, commencent à vivre sur des sols, qu'on appelle ça des sols d'occupation, qui sont en fait des habitats, même s'ils sont temporaires. Et là, comme l'avantage des carnivores, c'est qu'ils mangent des bêtes avec des ossements, les ossements restent sur place. Et on voit d'ailleurs que l'homme est très opportuniste. Il mange de tout, ça va du caméléon à l'éléphant, quoi. Tout ce qui peut se mettre sous la dent, il se le prend pour survivre. Et par ailleurs, l'homme se démarque aussi par le développement de son cerveau. Et je crois vraiment que le développement du cerveau, c'est un hasard. D'autres, le cheval a développé la patte pour courir plus vite, l'éléphant a développé la dent pour manger de l'herbe qui lui usait plus les dents que de manger des feuilles. Et le bonhomme, il se trouve qu'il a développé son cerveau, et comme il est resté petit, il a développé son cerveau pour réfléchir à des stratégies pour échapper aux prédateurs. C'est toujours pareil. Et en l'occurrence, quand le pays se découvre, quand le paysage se découvre, il y a une vulnérabilité qui grandit. C'est tout à fait clair, tout à fait évident. Et en l'occurrence, ça s'est passé pour l'homme. Et comme l'homme a développé cette denture pour manger autre chose que des végétaux, ce qui est déjà une information, il se trouve qu'il a aussi développé son cerveau, et qu'on le sait par un développement en volume, ça c'est facile à voir, léger, hein, ça commence doucement, mais les derniers préhumains, c'est autour de 500 cm3. Les premiers humains, c'est entre 500 et 800. Ça se recouvre un peu, mais il y a un effort volumétrique. Quand on fait le moulage du trou qu'a laissé le cerveau, on voit que les circonvolutions se sont développées. Vous savez, quand il n'y a pas trop de place et qu'un organe se développe, il plisse puisqu'il n'y a pas de place. Et donc les plis qu'on appelle circonvolutions ont augmenté, et préférentiellement d'ailleurs dans les parties frontales et préfrontales, dans les parties antérieures du cerveau, ce qui signifie quelque chose sur le plan fonctionnel. Et d'autre part, l'irrigation a été meilleure. Alors l'irrigation, il y a plusieurs niveaux d'irrigation. Il y a une irrigation sur le crâne, quand vous vous blessez, ça saigne beaucoup. Il y a une irrigation à l'intérieur de l'os, ce qu'on appelle le diploé, et qui a disparu. Ces deux-là ont disparu. Il y a une irrigation des enveloppes du cerveau, qu'on appelle les méninges, et c'est celle-là qui est conservée. Et puis une irrigation à l'intérieur du cerveau, qui elle aussi a disparu. Donc il y a 4 niveaux, dont 3 n'existent plus, mais l'irrigation de la dure-mère, d'une des méninges, est suffisamment claire pour que
elles se sont imprimées sur la face interne de la boîte crânienne et que l'on voit entre le moulage endocrânien d'un préhumain et le moulage endocrânien d'un humain, un petit développement, quoi. Il y a un petit peu plus d'irrigation chez le bonhomme. C'est doux, hein, c'est pas tout d'un coup flamboyant, mais quand même. En tout cas, en l'occurrence, voilà l'homme, et c'est le premier humain, et il a une plus grosse tête, mieux équipée. Il marche debout, il marche mieux, il marche plus vite, il court même. C'est pas encore merveilleux, mais c'est déjà quelque chose. Et d'autre part, il mange de tout, y compris de la viande. Et le fait de manger de la viande lui apporte les protéines animales, ce qui aussi renforce le développement du cerveau. Et là, c'est amusant parce que c'est vraiment un usage pirate qu'il doit faire de son cerveau. Le cerveau, je ne cesse de le dire, au départ, le cerveau de l'homme, c'est pas comme ça une création pour qu'il devienne intelligent, c'est une sélection naturelle pour que sa petite tête puisse réfléchir, parce qu'il ne peut pas agir autrement, à des solutions pour échapper aux prédateurs. Et puis, il se trouve, c'est souvent comme ça dans l'évolution, que le cerveau a passé un niveau de complexité qui lui permet autre chose, qui lui permet une réflexion, comme dans un miroir, c'est-à-dire de penser à lui, de réfléchir sur lui, réfléchir aux autres, réfléchir à l'environnement, réfléchir au monde, je ne sais pas quoi, réfléchir à l'univers bientôt. Et ça, c'est très extravagant quand même, c'est très étonnant. Mais après tout, quand on voit que il y a 36 000 usages pirates à travers l'évolution, quand on voit que les plumes ont servi d'abord à la régulation de la température de reptiles bien au sol, et puis que finalement les plumes ont été utilisées de manière très, très pirate aussi, très sauvage pour voler, c'est drôle. Et là, en l'occurrence, cette petite tête qui n'était faite que pour échapper aux prédations, c'est-à-dire éviter d'être mangé, va nous servir à réfléchir à l'univers, à tenter de le comprendre, de le reconstituer et peut-être un jour de le conquérir. Pour en terminer avec cette histoire de la vallée de l'Homo, moi j'aime bien, parce que j'ai enseigné beaucoup, et je continue, j'aime bien frapper les publics qui n'ont pas que ça à penser, et à plus forte raison les étudiants qui sont là pour apprendre, par des formules à l'emporte-pièce qui ne sont pas toujours très, très malignes, mais qui permettent de retenir quelquefois les idées. Et j'avais appelé ça l'événement, comme on dit en géologie, comme les événements paléomagnétiques, mais l'événement de l'Homo, puisque c'était la vallée de l'Homo, et j'avais mis le H entre parenthèses, puisque c'était à la fois l'émergence du genre Homo au bord du fleuve Homo. Donc l'événement de l'Homo avec un H entre parenthèses, qui en anglais est devenu Homo Event. Oui, on avait beaucoup d'autres moyens de dater, d'abord. Je vous ai parlé des datations absolues parce qu'elles sont spectaculaires et puis on se laisse prendre par les chiffres. Mais il y avait une autre manière de dater qui était la manière écologique, biochronologique, c'est-à-dire que l'association des animaux, comme les animaux évoluent, n'étant pas la même, elle permettait aussi de dater de manière relative. Mais finalement, un certain type d'évolution d'un certain, je sais pas quoi, éléphant, d'un certain cochon, donnait aussi une datation qui venait recouper la datation absolue. Et enfin,
Enfin, si on peut dire, le troisième aspect de la datation a été celui du magnétisme, ce qu'on a appelé la magnétostratigraphie. Je trouve ça très joli, la magnétostratigraphie. Et ça signifie que le magnétisme terrestre n'a pas été toujours le même. Aujourd'hui, le nord est au pôle nord, mais avant, il était au pôle sud. Ça fait drôle, ça. Hein, il y a eu des inversions, comme la période actuelle, on l'appelle de manière un petit peu normale, la période normale, et que la période qui n'est pas normale, on l'appelle inverse. On a établi aussi une échelle de succession magnétique, normale, inverse, normale, inverse, normale, inverse, que l'on a collé, recoupé avec les datations par la faune et les datations par le potassium, c'est-à-dire les niveaux volcaniques. Sur le plan de la biologie dont vous me parliez, sur le plan de l'environnement, il y avait bien sûr essentiellement au départ des vertébrés. Moi j'étais vertébriste, c'est moi qui menais les opérations, donc ma tendance était d'abord la récolte de vertébrés et l'interprétation des vertébrés, mais il faut dire que se sont ajoutés aux vertébrés d'une part des plantes, des empreintes de feuilles, pas beaucoup, mais quand même un peu, des restes de bois fossiles, pas beaucoup non plus, mais quand même un peu, des pollens, pas beaucoup, hein, il a fallu qu'on les cherche, mais des pollens, et des pollens qui nous ont été forcément très, très précieux parce que ça nous a donné des informations sur les plantes qui existaient à ce moment-là, c'est-à-dire que les animaux, je vous ai parlé des invertébrés, mais il y avait aussi, pardon, des vertébrés, mais il y avait aussi des différentes coquilles, donc un petit peu d'invertébrés, moins important parce que ça évolue quand même moins vite, mais c'est intéressant sur le plan de taphonomique, c'est-à-dire sur le plan de l'information de ce qu'était le milieu à ce moment-là. Et tout ceci a été complémentaire, c'est-à-dire que grâce à la faune de grosses bêtes, de gros vertébrés, la faune de petits vertébrés, essentiellement de coquilles, et puis la flore de pollen, d'empreintes de feuilles ou de bois, tout ceci a été très cohérent. Et on a vu que tout allait dans le sens de plus humide à moins humide, quoi, pour être pas trop sectaire. Autrement, je dirais d'humide à sec, mais c'est quand même un petit peu plus nuancé que cela. J'ai fait un jour un cours, un enseignement au Collège de France sur l'évolution des idées, et j'ai été très, très frappé par quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, parce que ma statistique est trop faible, mais sur le fait que sur une soixantaine d'années, une idée tenait une vingtaine d'années, quoi. Donc ça fait 3 séquences, c'est pas énorme. Mais je veux dire par là que lorsque j'étais étudiant et puis après chercheur à la Sorbonne dans les années 40, je n'y étais pas, 50, j'y étais, l'idée était que l'origine de l'homme était européenne, et le grand fossile héros, c'était l'Oreopithecus. Et Oreopithecus est un petit primate des forêts d'Europe, et notamment des forêts d'Italie. Et un squelette avait été découvert, d'ailleurs j'étais tout jeune, mais j'avais été appelé à Bâle, au
au Naturhistorische Museum de Bâle, où ce squelette était petit à petit dégagé. Et il s'est trouvé qu'il avait beaucoup de caractères ressemblant au caractère humain dans le crâne, mais le reste du squelette montrait surtout qu'il était demeuré très, très arboricole, très brachiateur. Il se suspendait aux branches dans sa forêt d'existence, et ce n'était donc pas le véritable ancêtre, mais quand même, on était très attaché à cette origine européenne de l'humanité. Et ça s'est un peu terminé par la renaissance dans les années 60 de fossiles découverts en Inde. Et ces fossiles s'appelaient Ramapithecus et s'appelaient Sivapithecus. Ils étaient proches d'un autre fossile découvert en Afrique qui s'appelait Kenyapithecus. Et c'était des fossiles d'une quinzaine de millions d'années, pour les plus anciens. Donc il y avait un intérêt, il y a eu un renouveau d'intérêt, dû surtout à deux collègues anglais et américains. L'un s'appelait Pilbeam, qui était d'origine britannique, et l'autre s'appelait Simons, qui était d'origine américaine. Et tous les deux ont repris des fouilles en Inde et au Pakistan, mais ont remis à l'ordre du jour les premiers fossiles de Ramapithecus qui avaient été trouvés dans les années 30 par un certain Lewis qui avait fait sa thèse là-dessus. Et tout d'un coup en disant, mais on a probablement là l'origine de l'homme. Et je sais que moi j'y avais adhéré, et j'avais réussi à faire adhérer Jean Piveteau, qui dans certains de ses discours faisait état de l'origine tropicale, ce qui était juste. Tous les primates sont d'origine tropicale, donc d'origine tropicale, de l'humanité, mais une origine très largement répandue sur l'Afrique et l'Asie. C'était pas l'Afrique toute seule, c'était l'Afrique aussi, mais c'était l'Asie aussi. Donc c'était vraiment afro-asiatique, la grande ceinture tropicale de l'ancien monde, en quelque sorte. Et ça a duré 20 ans, enfin une vingtaine d'années en gros. Et il s'est ensuite passé l'histoire suivante, dont je suis fier parce que j'y ai beaucoup participé, sans faire exprès. J'ai été invité à l'UNESCO, probablement en octobre ou novembre 81, à une conférence sur Teilhard de Chardin. On m'avait demandé de participer. Moi, je ne suis pas très compétent dans la philosophie de Teilhard de Chardin, mais je me suis dit que j'allais traiter de Teilhard scientifique. Et Teilhard scientifique était un scientifique à part entière, paléontologue, tout à fait dans l'état d'esprit de la paléontologie de ces moments-là, mais d'aujourd'hui aussi, tout à fait paléontologue, sans mélange avec la philosophie. La paléontologie lui faisait plutôt réfléchir à la philosophie, c'est plutôt une source. Et il avait d'ailleurs fait sa thèse, Teilhard avait fait sa thèse sur les fossiles du début du tertiaire de la région de Reims, et notamment ce petit primate qu'on appelle Plesiadapis. Et Teilhard avait ensuite vécu en Europe, puis vécu en Asie, puis avait fait des voyages en Afrique, etc. En tout cas, je fais ma conférence. C'est exactement comme je vais vous le raconter. Je fais ma conférence, je descends de l'estrade et je suis attendu par un monsieur très, très distingué qui se présente peut-être, mais je n'ai pas retenu, et qui me fait des félicitations, quoi, qui me dit c'était très bien, c'était très intéressant, etc. Et qui, comme ça, à brûle-pourpoint, me dit
si vous aviez un colloque à organiser, quel genre de sujet proposeriez-vous? Ah, je n'étais pas, en tout cas, préparé à ce genre de questions, et je lui ai dit, écoutez, comme les molécularistes qui se développent beaucoup, et les généticiens qui se développent beaucoup, cytogénéticiens, ont des idées chronologiques très courtes, de chronologie très courte pour l'histoire de l'homme, et comme les paléontologues ont tendance à avoir au contraire des chronologies très longues, moi je ferais volontiers une rencontre, j'organiserais volontiers une rencontre entre les paléontologues d'une part, les molécularistes et les généticiens d'autre part, pour qu'ils accordent un peu leur violon et qu'ils se mettent d'accord sur un certain âge, peut-être en raccourcissant les uns et en agrandissant les autres. Et il trouve ça intéressant, et il me dit comme ça, c'était debout au pied de l'estrade à l'UNESCO, et il me dit, vous auriez des noms? Ah, je dis oui, oui, j'aurais des noms. Il me sort un bout de papier, et puis je lui donne quelques noms de paléontologues, quelques noms de molécularistes que j'avais en tête, les principaux d'après les articles que j'avais lus, et puis on se salue. Et c'était en novembre 81, et en mai 82, il m'envoie un message, qui n'était pas électronique à l'époque, et il me dit « Venez à Rome, votre congrès est prêt. » C'était étonnant quand même. Et ce monsieur, c'était Carlos Chagas, un monsieur très très distingué, d'origine brésilienne, qui était le fils ou le petit-fils de Chagas, qui avait découvert la maladie de Chagas, une sorte de paludisme sud-américain. Lui, Carlos Chagas, était médecin lui-même, et il était président d'une académie dont j'ignorais l'existence, qui était l'Académie pontificale des sciences. Et comme il était président, il cherchait des sujets, et ce sujet-là l'avait séduit, et il avait organisé ce colloque, et donc je suis allé à l'Académie pontificale des sciences pour la première fois, invité par Chagas. Il note d'ailleurs dans son introduction que c'est grâce à moi qu'il a mis ça sur pied, parce que c'est fait comme ça. Et tous les gens, je regrettais un peu parce que j'avais fait ça quand même de manière de tête, et puis un peu à l'emporte-pièce, et tous les gens que j'avais listés étaient présents. Or, il s'est passé là quelque chose de très important pendant ce petit colloque qui a duré, comme d'habitude, une petite semaine. Il s'est passé que nous étions à ce moment-là, nous, paléontologues, convaincus que l'origine de l'homme avait 15 millions d'années, l'origine des hominidés avait 15 millions d'années, et que cette origine était afro-asiatique, avec ce fameux Ramapithèque. Et les molécularistes étaient convaincus que ce n'était qu'africain, mais que ça avait 3 millions d'années au maximum, et certains parlaient d'1,5 million quoi. C'est-à-dire que la différence, c'était entre 1,5 et 15. C'est quand même pas rien. Et en gros, quoi. Je schématise un peu, mais en gros, c'était un peu caricatural comme ça. Donc on entre en session, et durant cette conférence, il y a eu 2 communications qui ont tout changé. D'une part, celle d'un paléontologue Pilbeam qui pour la première fois dit voilà un crâne que je viens de trouver au Pakistan. Ce crâne est un crâne de Sivapithèque. On estimait que Sivapithèque, Ramapithèque, c'était un petit peu la même chose, peut-être l'un le mâle de l'autre, et l'autre la femelle. Et il dit voilà, après avoir trouvé ce crâne, je vois bien que la relation avec l'orang-outan est très proche, et donc je retire mon idée que l'origine humaine part de là,
en fait, c'est l'origine des orang-outans, qui d'ailleurs, ce qui est intéressant, étaient forestiers, sont devenus des primates d'espaces plus ouverts, et sont retournés à la forêt. Donc l'orang-outan serait une bête qui était forestière d'origine, mais qui est passée par une phase de paysage découvert avant de retourner à la forêt. Et l'autre personnage, c'était Gerold Loewenstein, que j'avais invité parce que j'avais lu des choses de lui, mais je ne le connaissais pas. Et Gerold Loewenstein avait emprunté à Pilbeam des dents de Ramapithèque. Alors il ne faut jamais prêter quoi que ce soit à des molécularistes, parce que dès qu'il a eu les dents, pour nous c'est tellement précieux, il en a fait de la poudre, quand même c'est honteux. Et cette poudre, il l'a injectée, il travaillait en Californie, il travaillait à Stanford. Et il a injecté cette poudre à des lapins, et les lapins, alors qu'ils recevaient de la poudre de dents de bêtes de 15 millions d'années, quand même, c'est pas rien, les lapins ont réagi et ils ont fabriqué des anticorps. Donc ces anticorps contre les protéines, quand même, de ces bouts de dents de 15 millions d'années, ces anticorps ont été récupérés, ont été testés vis-à-vis d'antigènes de gorille, d'antigènes de chimpanzé, d'antigènes d'orang-outan, d'antigènes humains. Et la coagulation, le meilleur rapport s'est fait avec l'homme. Pardon, c'est fait avec l'orang-outan. Le meilleur rapport s'est fait avec l'orang-outan. C'est-à-dire que, du coup, l'homme a été éliminé. L'origine humaine des Ramapithèques a disparu grâce à un paléontologue et grâce à un cytogénéticien. Et moi, ça m'a frappé parce que, d'abord, ça faisait penser d'une autre façon, et puis ça m'a frappé aussi parce que c'était la première fois, ou presque, qu'une discipline qui n'était pas la paléontologie se permettait de mettre son nez dans le temps, alors qu'auparavant, c'était notre propre privilège exclusif. D'un coup, la cytogénétique se permettait d'entrer aussi dans la paléontologie, et dans le temps. Et aujourd'hui, la paléogénétique fait encore mieux. Enfin, depuis, ça s'est diversifié, mais c'était intéressant. Donc, à la sortie de cette réunion, il y a eu un accord sur une datation qui n'était pas de 15, qui n'était pas de 3, mais qui était plutôt, je me rappelle, de 7-7. On avait dit 7-7. Ça faisait un peu marchand de tapis, quoi. On avait l'impression qu'on était rentré avec un truc, avec un autre. On avait mélangé les deux et on avait fait la part du feu. Et on avait fait une espèce de moyenne de cote mal taillée. En tout cas, on est sorti avec l'idée que l'origine des hominidés, c'était plutôt 7 millions 7, entre 7 et 8 millions d'années, et que cette origine était africaine. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est véritablement, enfin, ça fait un peu légende après, mais c'est véritablement le soir dans ma petite chambre, là-bas au Vatican, que je me suis dit, attention, les choses ont complètement changé, on oublie l'Asie, on ne s'intéresse plus qu'à l'Afrique. Or moi, je viens de passer 20 ans en Afrique de l'Est, et sur les milliers de fossiles que l'on a découverts, on n'a jamais trouvé un morceau de pré-gorille ou de pré-chimpanzé. Les gorilles et les chimpanzés d'aujourd'hui sont dans la forêt tropicale et sont donc dans l'Afrique. L'Ouest n'est pas en Afrique, l'Est. Et regardant une carte d'Afrique, il m'est apparu comme une évidence, enfin ça m'a sauté au visage, que précisément entre les deux, il y avait la Rift. Alors il ne faut pas penser que la Rift Valley c'est juste un trou.
C'est plus que ça, c'est un trou tectonique qui du coup a entraîné une surrection de collines et puis ensuite de montagnes à l'ouest, sur sa lèvre occidentale. Et cette séquence-là, elle fait plus de 700 km de long, laquelle rift fait je ne sais combien de milliers de kilomètres, 6000 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc nous voilà dans cette affaire de Rome, cette affaire intéressante de Rome, et puis cette réflexion sur la Rift Valley, et le fait que de manière schématique à ce moment-là, parce que j'avais pas toute la documentation loin de là, ce que je voyais clairement, c'est que les ancêtres communs des préhumains et des humains, des pré-chimpanzés, des chimpanzés et des gorilles, d'ailleurs, pré-gorilles et gorilles, étaient les mêmes, et que ces ancêtres communs s'étaient incontestablement divisés en préhumains d'une part, pré-chimpanzés d'autre part. Or, ça signifiait quelque chose de tout simple qui demeure aujourd'hui, c'est-à-dire que si les parents sont ensemble et que les enfants sont séparés, si en l'occurrence ce sont des enfants de la nature, d'un environnement naturel, ils ont forcément subi des environnements différents. Donc pour avoir des enfants différents ayant subi des environnements différents, il a fallu que les environnements différents se créent à ce moment-là, pour avoir cette influence sur la descendance des ancêtres communs. Et je trouvais que la rift était une séparation déjà toute dessinée entre une forêt qui est encore là aujourd'hui, une forêt tropicale humide qui contient les gorilles et les chimpanzés sortant un petit peu quelquefois dans une savane boisée. Et de l'autre côté, incontestablement, le terrain était beaucoup plus sec. Et après avoir plongé plus tard dans des ouvrages de géologie, j'ai vu que les géologues considéraient que la Rift Valley était très très ancienne, mais qu'elle était rafraîchie, rénovée, relancée autour de 8 millions d'années. Quand même, ça tombait bien. Et que ça avait changé le cycle des moussons, et que c'est au moment aussi où le plateau tibétain s'est soulevé, c'est au moment où l'Afrique orientale s'est soulevée. Donc tout ça, c'était beaucoup de choses dont il restera quelque chose. Parce que le soulèvement de l'Afrique orientale et l'assèchement de l'Afrique orientale, c'est incontestable. Et que ça commence autour de 8 millions d'années, c'est incontestable aussi. Alors, il y avait eu un préalable par Adrien Cortland. Adrien Cortland était un Hollandais, collègue hollandais. C'est un éthologue, c'était quelqu'un qui étudiait le comportement des animaux, et il avait écrit en 72, dans un petit ouvrage en 72, que la rift pouvait être une limite entre les grands singes et les humains. Et en ce sens, c'était intéressant. Et ça avait l'air d'être le même ordre d'idées. Mais ses arguments, c'est d'abord que, pour lui, c'était dû au fait que les lacs, qui sont en effet importants, mais qui sont quand même à chapelet, il y a du passage entre les lacs possibles, étaient une gêne pour les singes, parce que les singes ne nagent pas. Et d'autre part, il n'avait pas à sa disposition l'énorme quantité de matériel classé, surtout, que nous avions trouvé durant les années 60 et 70, donc pendant 20 ans, et dont on avait vraiment un bilan dans les années 80, quand je me suis exprimé. Donc il y a quelques rapports, en effet, entre ces idées, en ce sens que la rift avait servi aussi à Cortland à séparer les deux groupes. Moi, j'avais pour moi de ne pas prendre en considération les lacs, mais de prendre en considération le milieu, et puis d'avoir pour moi, mais ça c'était une chance, des dizaines de milliers de fossiles
qui me montrait surtout à ce moment-là, ça ne pouvait pas être connu en 70, que parmi ces fossiles que nous avions dans l'Est, ces dizaines de milliers de fossiles, statistiquement ça avait un sens, il n'y avait que des préhumains et pas un poil, si j'ose dire, de pré-chimpanzé ou de pré-gorille. Donc la séparation était très, très nette. Et j'ai réfléchi à ça, je le redis, pendant le colloque, au point que dans les actes du colloque, il y a un tout petit paragraphe, même pas un chapitre, un petit paragraphe où je dis, si on pense à l'origine des hominidés, ça pourrait être comme ça. Et ça a été le début de ce qu'ensuite, j'ai enseigné à New York très peu de temps après. J'ai enseigné une année à New York, à la Cité University of New York, dans l'hôpital du Mont Sinaï, Mount Sinai, probablement en 84. Et j'ai trouvé amusant d'appeler ça l'East Side Story, puisque c'était l'Est qui était l'origine de l'humanité, en quelque sorte. Et ce qui est amusant, mais un petit peu triste, c'est qu'il s'est passé ce qui se passe souvent. J'ai fait part de ça à Paris, où ça a été très discrètement reçu. Et un beau jour, dans ce collège de France, est venu me voir le directeur de Scientific American, le directeur américain, new-yorkais, de Scientific American. Et ce directeur faisait un tour d'Europe pour essayer de pêcher des sujets pour sa revue. Alors elle est traduite en beaucoup de pays, mais c'était vraiment le patron de la revue originale. Et je lui ai raconté ça, il a trouvé ça très, très, très intéressant. Et il me dit, on fait quelque chose. Les paléontologues d'antan, si j'ose dire, sans condescendance, avaient l'habitude d'être des savants. C'est joli comme mot. Moi j'aime bien ce mot. Hein. Et des savants qui, du coup, attendaient, d'une certaine façon, dans leur cabinet, dans leur bureau, dans leur labo, que les fossiles leur soient apportés. Et ils faisaient une analyse de ces fossiles qui était extrêmement précise, précieuse, détaillée. Et ils reliaient ensuite des travaux de géologie, des travaux de paléontologie à leur propre étude, mais ne s'intéressaient pas trop au terrain. J'ai des exemples précis. Moi, quand j'étais à la Sorbonne dans les années 50, les grands patrons que j'avais n'étaient pas des hommes de terrain du tout. Ils savaient bien que les fossiles qu'ils étudiaient venaient du terrain, mais ils pensaient, mais encore une fois, c'était une tradition ancienne, que leur travail consistait à étudier dans le détail les fossiles, l'anatomie de ces fossiles et l'évolution de ces fossiles, la phylogénie possible, les filiations possibles, et en même temps les fonctionnements possibles, bien sûr, c'était très complet. Peut-être à partir de certains chercheurs. Et je pense à Louis Leakey, ce n'est peut-être pas que le pionnier, il y en a eu d'autres, mais c'est à partir de chercheurs en tout cas qui allaient sur le terrain. Ces chercheurs sur le terrain se sont rendus compte que c'était plus efficace d'avoir à côté de soi les spécialistes pour mieux comprendre plus vite comment se passait ce terrain, l'environnement qu'on y lisait et les fossiles qu'on trouvait dans cet environnement. Et il est dit, moi je ne voudrais pas être trop orgueilleux à cet égard, mais il est dit que
à partir de cette grande mission de l'Homo qu'on a conduite, encore une fois, de 67 à 76, il y a eu une meilleure compréhension, en tout cas. Je ne dis pas que c'est pionnier, mais une meilleure compréhension de l'intérêt d'avoir le plus possible de spécialistes avec soi pour aller plus vite dans l'analyse des éléments recueillis et puis de savoir comment on recueillait ces éléments. Et ceci a conduit à des travaux qui, quelquefois, étaient envoyés du terrain. Moi, j'ai fait des notes pour l'Académie des sciences que j'ai remis à des indigènes qui sont partis à pied, au petit galop, jusqu'à un relais qui ensuite prenait un autre relais, puis qui à 1000 km arrivait à une poste et s'était envoyé à l'Académie des sciences. Je retrouve ici les plis en question, c'est drôle, hein. Ça mettait un certain temps, mais on pouvait se permettre de le faire du terrain. Et je crois que ça a permis le développement, d'une part, de la paléontologie et d'autre part, de la taphonomie. Alors, la taphonomie, c'est l'étude de la répartition des objets naturels sur les sols ou dans les couches. Et ça n'a l'air de rien, mais ça permet de savoir pourquoi ça a été déposé là, quel est l'élément qui a fait que ça a été déposé ainsi. Est-ce que c'est une rivière? Est-ce que cette rivière avait un certain courant? Dans quel sens elle marchait d'ailleurs? Elle s'écoulait. Quelle était la vitesse du courant? Quelle était la profondeur de la rivière? Quelle était la salinité de la rivière? Et on pouvait apprendre des quantités de choses sur le milieu, rien que par le type de récolte. Au lieu de ramasser un fossile comme ça en les laissant tous en place, on avait un retour d'informations d'une très grande richesse et du même coup, non seulement précieux, mais désormais utile, essentiel à la compréhension des fossiles que l'on recueille dans un ensemble de ce genre. Et si je distingue la paléontologie, c'est que la paléontologie, c'est exactement le même état d'esprit, mais avec des sols d'habitat. Et comme vous le savez bien, quand on ramasse un silex et qu'on le décrit, c'est bien. Quand on ramasse un bout d'os et qu'on le décrit, c'est bien. Mais quand on laisse tout en place et qu'en plus de l'information de l'objet, on a l'information du rapport des objets entre eux, quand il s'agit d'un habitat, ça permet de savoir où étaient les foyers, où étaient les litières, où étaient les ateliers, où étaient les sites de boucherie, où est-ce qu'on mangeait, où est-ce qu'on dormait. Et tout ceci n'a pu être réalisé que grâce au maintien sur place des objets avant leur lecture et leur démontage. Le démontage étant la récupération des objets et le passage à d'autres niveaux. Et en ce qui concerne la paléontologie, c'est-à-dire plutôt les sols d'habitat, les Russes ont été assez pionniers dans ce genre d'histoire. Ça a été ensuite repris par André Leroi-Gourhan ici en Europe, par Henri de Lumley, qui suit ça désormais de façon tout à fait précise. En ce qui concerne la taphonomie, là c'est plutôt moi, parce que je suis plus paléontologue que je ne suis préhistorien. Et la taphonomie par ce que je vous disais, la répartition des objets, la taille des objets quelquefois, la forme des coquilles, l'accumulation des coquilles, l'accumulation de coquilles avec une certaine ornementation, donne des informations sur la teneur en certains sels de l'eau, la certaine salinité ou l'inverse de l'eau en question, et beaucoup d'informations sur ce qu'était à ce moment-là le paysage et le fonctionnement du paysage,
paysage, ça fonctionne. Quand on n'a pas de rongeurs du tout, et puis que tout d'un coup, on a un niveau qu'on appelle bone bed, un niveau bourré de petits ossements et de petits ossements de rongeurs, ça a un sens. Pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été déposés de cette manière-là et pourquoi on ne les trouve pas ailleurs. En ce qui concerne les pollens des plantes anciennes, la plupart du temps, souvent ils sont détruits. D'autres fois, ils ne le sont pas, mais quelquefois, ils sont oxydés et ils n'existent plus. Et là, dans la vallée de l'Omo, on les a cherchés. Et pendant longtemps, on ne les a pas trouvés. Et finalement, on les a trouvés de la manière suivante, dont je suis fier. Lorsqu'un os est cassé au moment, un os long, est cassé au moment de son enfouissement, il a donc la cavité médulaire béante. Et donc s'est accumulé dans cette cavité médulaire, au moment de son enfouissement, la pluie pollinique de l'époque en question. Et lorsque l'on récupérait dans des couches géologiques bien en place des ossements brisés, pour ne pas être perturbé par la pollution de l'extérieur, on faisait des petits carottages à l'intérieur de la cavité médulaire, et on a trouvé des milliers de pollen, c'est-à-dire qu'il y a des pièges aussi, il y a des pièges à pollen. Enfin, tout ça est intéressant et tout ça met en valeur l'intérêt considérable de la recherche en équipe, avec le plus grand nombre de spécialistes possible, mais on ne peut pas les avoir tous, sur le terrain, parce que ça déblaye les choses beaucoup plus vite. Moi, je suis capable, c'est pas de la prétention, hein, mais avec une formation naturaliste, sur le terrain, de comprendre un peu, en gros, le bassin sédimentaire, sa géologie, ses cassures, ses fractures, ses failles, l'essentiel de sa structure, l'essentiel de son dépôt, sa stratigraphie, l'essentiel de son contenu, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il me faut un géologue pour mieux décrire le bassin, pour mieux décrire les lignes de failles, il me faut des sédimentologues pour mieux me décrire la succession des couches, des paléontologues spécialisés dans certains groupes animaux, et même des paléontologues spécialisés dans certains ossements. Ce qui a fait rire au moment où j'ai lancé ça pour l'étude des humains, des préhumains, par exemple, de Lucie. Il y a un exemple très précis, c'est Brigitte Senu, à qui j'avais donné comme thèse l'étude de l'humérus, et du coup elle a souffert un peu, parce qu'au début on disait c'est la femme d'un os. Et en fait, de l'humérus, elle est allée aux articulations, des articulations, elle est allée au reste du membre supérieur, puis du membre supérieur, elle est allée à l'ensemble du corps, et aujourd'hui c'est une grande professionnelle, spécialiste de l'ensemble des squelettes, des hominidés en général. Mais vous lui montrez c'est l'avantage quand même des spécialités, hein. On connaît ça partout dans tous les domaines, y compris dans ceux de la médecine par exemple. Vous allez voir votre cardiologue, il vous regarde le cœur, il vous dit ça va très bien. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de claquer d'un cancer de la vessie dont il n'a absolument rien à faire. Il est certain que ce travail sur le terrain a eu des conséquences dans les laboratoires. Et que du même coup, les spécialistes du terrain, les spécialistes des différentes spécialités sur le terrain ont apporté des choses déjà cohérentes, mais ces équipes ont dû se compléter dans les laboratoires par d'autres disciplines qui sont moins transportables parce que ce sont souvent des équipes qui utilisent des spécialités, qui utilisent des équipements parfois lourds, parfois difficiles donc à transporter. Et l'ensemble constitue
communauté scientifique que l'on connaît aujourd'hui et qui est une communauté multidisciplinaire. Et aujourd'hui, ce serait une faute de ne pas avoir les gens adéquats sur le terrain, de ne pas utiliser les techniques adéquates en laboratoire et de ne travailler que tout seul dans son petit coin. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Mais de ne pas travailler en équipe. Il suffit de voir la signature des articles. C'est quelquefois impressionnant de listes d'auteurs, quelquefois un peu excessif d'ailleurs. Mais ceci dit, ça a un sens. Ça veut dire que la science, avec en plus le développement des communications, le développement des techniques de récupération des articles comme on veut sur Internet, tout ceci a fait les choses aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est non seulement plus rapide, mais c'est mieux parce que c'est plus complet, et puis qu'on utilise toutes les disciplines et tous les spécialistes des différentes disciplines qui rentrent dans un champ de compréhension d'un domaine. Comme toute idée, comme les idées précédentes dont je parlais, ça a permis de réfléchir d'une autre manière à cette histoire des origines. Et puis, Michel Brunet, dès 1984, m'a dit « Est-ce que ça te gêne si je vais tester ton hypothèse sur le terrain ?» Je dis « Non, au contraire. Non seulement ça ne me gêne pas, mais je te soutiens. » David Pilbeam de Harvard lui a dit la même chose, donc on a été avec lui en permanence pendant toutes ses recherches. Il est parti d'abord au Cameroun, où il est resté très longtemps, ensuite un petit peu au Niger, un petit peu au Nigeria, et puis finalement au Tchad. Et le Tchad, moi j'y avais travaillé 7 ans, donc il a eu mes carnets de terrain et il savait quel site j'avais visité, dans quelle région j'avais trouvé des fossiles. Et à Korotoro, qui est un site que j'avais découvert, lui a trouvé Australopithecus Barrel-Ghazali, 3 500 000 ans, qu'il m'a d'ailleurs très aimablement fait co-signer. Et à Menalla, qui est un site que j'ai aussi découvert, il a trouvé Sahelanthropus tchadensis, qu'on appelle Toumaï, qu'il m'a fait aussi gentiment co-signer, ce qui n'est pas toujours connu, c'est-à-dire infirmant l'histoire de l'East Side Story, en tout cas dans sa précision géographique, puisque il y avait aussi des hominidés au-delà occidental de la Rift Valley. Ceci étant dit, on a beaucoup réfléchi tous les deux à la suite de ça, et on s'est aperçu, la Rift, ça ne peut pas être innocent. C'est une barrière immense, et c'est une barrière qui apparemment, comme toujours, a dû fonctionner soit comme vraie barrière, à une certaine époque et pour certains animaux, soit comme un filtre, à d'autres époques et pour certains animaux, soit comme une passoire. Par exemple, les anthracotères, qui sont des parents des hippopotames, on les trouve à l'ouest. Moi, j'en ai trouvé beaucoup au Tchad, jamais en Afrique orientale. Donc là, la Rift a fait barrière dans l'autre sens, dans le sens ouest-est. Et par exemple, les suidés, les cochons, que l'on trouve en Afrique orientale, on trouve les mêmes au Tchad. Donc là, ça s'est passé très facilement. Alors les hominidés, on n'en a pas assez pour savoir quand c'est passé, comment c'est passé, dans quel sens c'est passé, dans quel sens sont-ils passés. Peut-être qu'ils sont passés d'ouest en est, peut-être d'est en ouest. Mais en tout cas, ça élargit considérablement le champ de l'histoire. Alors, ce qui reste de cette idée, alors moi je l'ai abandonnée de manière
claire et apparemment définitive, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de longs débats là-dessus. C'était une idée, elle n'était plus tenable telle qu'elle avait été présentée de manière très simpliste. J'avais écrit d'ailleurs que ça ne pourrait pas tenir longtemps parce que c'était trop simple. C'est jamais simple en science. Mais par contre, il reste pour moi deux choses importantes. C'est que aujourd'hui, on dit, moi en tout cas, je dis que le début de ces ancêtres communs, ce n'est pas 8 millions d'années, mais 10, ce qui est un peu pareil. C'est de l'ordre d'idées. Et je dis 10 tout simplement parce que l'analyse des dents de vertébrés, notamment d'herbivores, de ces années 9 et 10 millions d'années, ont livré déjà des plantes en C4, des plantes avec une certaine répartition des isotopes du carbone, qui montrent que les graminées commençaient à se répandre. Donc ça veut dire que ce que je pensais qu'il s'était passé à l'Est il y a 8 millions d'années, se passe en fait dès 10 millions d'années, sûrement sur toute l'Afrique tropicale. C'est-à-dire qu'il y a d'une part une région forestière dense qui reste le lieu où se sont développés, ont évolué de manière considérable sur le plan anatomique les pré-chimpanzés et les chimpanzés. Et il y a dès ce moment-là une autre zone, un autre secteur, un autre territoire, où petit à petit s'est ouvert le paysage, et le paysage s'est ouvert dès 10 millions d'années, et il s'est ouvert un petit peu plus à 4 millions d'années, et il s'est ouvert encore un petit peu plus à 3 millions d'années, où se déroule l'Homo event. C'est-à-dire que ça demeure pour moi une réalité. C'est-à-dire que l'idée, enfin je ne veux pas me vanter, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais que l'idée est bonne, mais qu'elle était mal géographiquement située. Le tort, c'est de l'avoir appelé East. Et d'autre part, comme je le disais un peu tout à l'heure, le fait qu'il y ait ce soulèvement de l'Afrique orientale au moment où il y a le soulèvement du Tibet, c'est pas innocent, hein, c'est la même plaque qui travaille, signifie, avec changement dans les systèmes de mousson et baisse assèchement dans la région devenue saisonnière qui allait de la Rift à l'océan Indien, a dû aussi avoir un rôle. Alors ma revanche, c'est une troisième idée, mais qui n'est pas encore bien en ordre. C'est la chose suivante, c'est que au moment où il y a ce changement climatique de 3 millions d'années, dont on a parlé tout à l'heure, que j'avais appelé l'Homo event, là pour des questions géographiques, mais des questions surtout de découverte géographique, c'est plus historique que géographique. Enfin, c'est les deux, mais c'est pas strictement géographique. Il se trouve que à ce changement climatique, il y a eu toute une série de réactions variées des hominidés. Et de réactions variées qui est tout à fait typique de ce que la nature est capable de faire, c'est-à-dire que à la même crise climatique, les mêmes populations réagissent de manière comparable, mais pas semblable. D'où une forme robuste de préhumain appelé Australopithecus gari en Afar, d'où une filiation de gros australopithèques, de robustes australopithèques en Afrique de l'Est, Paranthropus boisei, précédé par Paranthropus aethiopicus, que j'ai décrit. Une grosse forme de préhumain en Afrique du Sud qu'on appelle Paranthropus robustus, une petite séquence, une petite filiation
de forme gracile en Afrique du Sud qu'on appelle Australopithecus africanus, Australopithecus sediba. Et tous ces gens-là ont des petits cerveaux. Et puis une forme qui demeure la cinquième, que évidemment je réserve pour la fin, mais une forme à gros cerveau, la seule à gros cerveau, parmi ces 5 réactions, ces 5 réponses, ces 5 parades à la crise climatique et toutes avec un certain succès un certain temps. Il y en a une qui a un succès définitif et qui va vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle, c'est le genre humain. Et il se trouve que le genre humain, pour le moment, le seul à grosse tête dans toute cette réaction-là, on le trouve uniquement en Afrique orientale. Donc je ne veux pas être le héros de l'Afrique orientale, ça m'est égal, mais je retombe sur les pieds de l'Afrique de l'Est parce que le Tchad, pour le moment, n'a pas fourni de réponse, et l'Afrique du Sud, pour le moment, n'a pas fourni de réponse. Donc l'Afrique de l'Est est pour le moment la seule qui fournisse une réponse à l'origine de l'homme. Alors il ne s'agit pas de mélanger sa history et les 8 à 10 millions d'années de l'origine des homininés, mais cette fois, 3 millions d'années, l'origine du genre humain. Donc j'ai quitté une date pour une autre, mais pour le moment, je défends encore l'Afrique orientale. Encore une fois, pas d'une autre manière que de manière scientifique. Hein. Si c'est affirmé, ce sera affirmé, ce qui est très possible.